Imaginez la scène. Un décor brûlant, balayé par les vents de sable, où se dresse encore l'ombre imposante de radars, de pistes d'atterrissage et de hangars vides. Jadis, ces installations bourdonnaient d'activités, garnies de véhicules blindés, de soldats américains et de leurs alliés locaux. Mais aujourd'hui, le silence règne, troublé seulement par le passage de quelques nomades, indifférents à ce qui fut jadis le cœur d'une puissance étrangère. La première puissance mondiale, jadis toute puissante au Sahel, frappe timidement à la porte de pays qu'elle croyait entièrement sous contrôle. Ce n'est pas un roman, mais la réalité actuelle. En quelques années, les rôles ont pivoté de manière spectaculaire, à une vitesse qui aurait semblé incroyable il y a à peine 5 ans. Pour comprendre la profondeur de ce bouleversement, il faut se rappeler les images fortes d'autrefois. Des colonnes de pick-up Toyota, flanquées du drapeau étoilé, escortèrent des convois dans le nord du Mali. À Niamey, des généraux américains étaient reçus en grande pompe, signant des accords de coopération dans des salons dorés, sous l'œil attentif de la presse locale. Pendant plus de 2 décennies, les États-Unis régnaient en maître sur la sécurité régionale. Ils ont investi des milliards de dollars dans la construction de bases, la formation de soldats et la fourniture de matériel dernier cri, allant jusqu'à installer des centres de commandement souterrains, comme celui d'Agadez, considéré comme l'un des plus modernes d'Afrique de l'Ouest. Mais, derrière la façade, les difficultés s'accumulaient. Prenons l'exemple du Niger. Malgré la présence américaine dans la base d'Agadez, la ville de Difa, au sud-est, subissait régulièrement des attaques de Boko Haram, forçant des milliers de familles à fuir et à s'entasser dans des camps improvisés, sans eau ni électricité. Les promesses de sécurité étaient contredites par la dureté du quotidien. Pour Washington, l'ambition était claire, faire du Sahel un rempart contre le terrorisme. Dans les années 2000, la peur de voir des groupes extrémistes s'enraciner dans la région poussait les stratèges de la Maison-Blanche à multiplier les initiatives. Des programmes comme le Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership voyaient le jour, avec pour mission de former et d'équiper des milliers de soldats maliens, nigériens et burkinabés. Sur le papier, la coopération était exemplaire. Sur le terrain, la réalité était plus complexe. Les armées locales, souvent mal payées et sous-équipées, peinaient à contenir la progression des groupes armés. Les villages reculés de la région de Mopti ou de Tillabéri, par exemple, voyaient leur jeunesse tenter la traversée du désert pour rejoindre l'Europe, signe que la stabilité restait un mirage. Les infrastructures américaines, bardées de radars et de drones, semblaient impressionnantes. Pourtant, dans les ruelles de Gao, les habitants murmuraient leur frustration. On voit les hélicoptères, mais notre marché reste désert. Les bénéfices concrets pour la population tardaient à se manifester. Les écoles brûlées n'étaient pas reconstruites. Les routes promises restaient des pistes de poussière. Cette dichotomie entre l'affichage sécuritaire et la réalité vécue alimentait une défiance croissante. L'histoire nous enseigne que tout empire, aussi solide soit-il, finit par rencontrer ses limites. On peut évoquer la décolonisation des années 50 et 60, quand la France, croyant son autorité acquise sur l'Afrique de l'Ouest, dut plier face à la détermination des peuples à s'autodéterminer. Plus récemment, la débâcle américaine en Afghanistan en 2021 offre un parallèle frappant. Après 20 ans d'investissement massif, le retrait s'est fait dans la précipitation, laissant place à l'incertitude et au règlement de comptes. Au Sahel, le scénario n'est pas si différent. L'édifice bâti par Washington s'est effondré comme un château de cartes, victime d'une succession de crises politiques. Entre 2020 et 2023, une série de coups d'État a frappé le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger. À Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, des militaires ont renversé les gouvernements en place, accusant l'Occident de néocolonialisme et d'inefficacité. Les images des foules brandissant des pancartes « À bas la France, dehors les Américains » ont fait le tour du monde. Cette vague de rejet s'est traduite par des décisions radicales. Les nouveaux dirigeants ont dénoncé les accords de défense, exigé le départ des troupes étrangères et organisé des cérémonies de clôture symboliques, où l'on voyait des soldats descendre les drapeaux tricolores et étoilés sous les acclamations.
En quelques mois, les bases stratégiques de Barkhane, Agao et d'Agadez ont été vidées. Les sociétés militaires privées russes, comme Wagner, ont pris le relais, proposant une coopération sans condition. Des drapeaux russes flottent désormais dans les rues de Bamako, portés par une jeunesse avide de changement. Ce basculement n'est pas un simple accident de parcours. Il traduit un phénomène plus profond. La montée en puissance de nations africaines décidées à imposer leur choix. On peut comparer ce mouvement à la révolution asiatique des années 50, lorsque des pays comme l'Indonésie ou le Vietnam ont rejeté la tutelle occidentale pour tracer leur propre voie. Aujourd'hui, le Sahel suit une trajectoire similaire. Les discours des nouveaux chefs d'État sont sans équivoque. Nous ne voulons plus de leçons, mais des partenariats d'égal à égal. Dans les rues de Ouagadougou, des exemples concrets abondent. Des collectifs citoyens organisent des forums où l'on débat ouvertement de l'avenir des alliances. Des jeunes diplômés, frustrés par le chômage persistant, réclament des investissements dans l'agriculture, les énergies renouvelables ou les infrastructures. La société civile, longtemps marginalisée, occupe désormais le devant de la scène, exigeant des résultats tangibles. L'Occident, pris de court, tente de réagir. À Paris comme à Washington, des missions diplomatiques se succèdent pour renouer le dialogue. Mais les règles du jeu ont changé. Désormais, chaque négociation se déroule sur un pied d'égalité. Les autorités sahéliennes posent leurs conditions: respect de la souveraineté nationale, fin des interventions militaires unilatérales et engagement clair en faveur du développement. Les promesses vagues ne suffisent plus. Pour les États-Unis, cela signifie repenser totalement leur approche. Prenons le cas des discussions récentes à Bamako. Les diplomates américains, arrivés sans escorte militaire, ont été reçus avec courtoisie, mais avec fermeté. Les autorités maliennes ont rappelé les humiliations du passé, les dossiers non résolus, les attentes déçues. Ils ont exigé des garanties concrètes, transfert de technologies, création d'emplois locaux et participation à la reconstruction des infrastructures détruites par des années de conflits. Face à ce nouveau rapport de force, d'autres acteurs avancent leurs pions. La Russie, la Turquie, la Chine ou encore l'Inde multiplient les propositions. Construction de barrages hydroélectriques, livraison de matériel agricole, bourses d'études pour les étudiants sahéliens ou encore création de zones industrielles. Les capitales africaines se retrouvent en position de choisir, de comparer les offres, de négocier au mieux de leurs intérêts. Fini le temps où une seule puissance dictait sa loi. Pour illustrer ce changement, arrêtons-nous sur l'exemple du chemin de fer entre le Niger et le Bénin, un projet longtemps bloqué par des désaccords entre bailleurs occidentaux et gouvernements locaux. Récemment, c'est un consortium turc-chinois qui a débloqué la situation, promettant un chantier en moins de 5 ans. La jeunesse nigérienne, qui voyait ce projet comme un mirage, commence à croire en la possibilité d'un développement concret. Ce regain de confiance s'accompagne d'une vigilance accrue. Les sociétés sahéliennes ne veulent pas remplacer une tutelle par une autre. Elles exigent la transparence, la redevabilité et surtout des résultats visibles dans la vie quotidienne. La société civile joue un rôle de chien de garde, dénonçant toute tentative d'ingérence ou de corruption et appelant à la diversification des partenariats. Pour Washington, l'enjeu est vital. Ignorer cette mutation, c'est risquer de perdre toute influence dans une région clé. Le Sahel n'est plus un simple terrain d'expérimentation sécuritaire, il devient le laboratoire d'une nouvelle compétition mondiale. Chaque puissance doit désormais négocier, convaincre et prouver sa valeur ajoutée. Mais comment les populations perçoivent-elles ce bouleversement? Dans les marchés de Bamako ou de Niamey, les conversations révèlent une lucidité aiguë. Les Américains disaient qu'ils allaient nous protéger, mais les attaques n'ont jamais cessé. Maintenant, on veut voir des écoles, des dispensaires, des routes. Cette demande de résultats concrets est omniprésente. Les jeunes, en particulier, refusent de se contenter de discours sécuritaires. Ils réclament des emplois, des formations, des possibilités d'entreprendre. Pour répondre à ces attentes, des initiatives locales émergent. À Ouagadougou, un collectif de jeunes ingénieurs a lancé une start-up spécialisée dans l'irrigation solaire,
avec le soutien d'investisseurs turcs. À Bamako, une université partenaire avec la Chine propose désormais des formations en intelligence artificielle et en agriculture de précision. Ces exemples montrent que la coopération Sud-Sud n'est plus un slogan, mais une réalité quotidienne. Les autorités sahéliennes, conscientes de ces dynamiques, posent des lignes rouges infranchissables. Pas de retour aux anciennes pratiques, pas d'accords secrets et une priorité absolue à la souveraineté nationale. Les diplomates occidentaux doivent apprendre à écouter, à respecter et à s'adapter à ce nouvel ordre. Ceux qui refusent de changer risquent de se retrouver définitivement écartés. Ce bouleversement n'est pas sans risque. La diversification des alliances expose le Sahel à de nouveaux défis. Rivalité entre puissances extérieures, tentatives de déstabilisation ou encore conflits d'intérêts économiques. Mais pour beaucoup, c'est le prix à payer pour accéder à une véritable autonomie. Les dirigeants sahéliens savent qu'ils jouent une partie serrée, où la moindre erreur peut coûter cher. Ils avancent avec prudence, mais avec une détermination inédite. Pour les États-Unis, la tentation du retour est forte. Mais le terrain a changé. Il ne suffit plus de promettre, il faut agir. Les projets d'infrastructure sont scrutés à la loupe, les transferts de technologie doivent profiter à la jeunesse locale, et chaque dollar investi doit produire des résultats visibles. Le partenariat ne se mesure plus en nombre de bases ou de soldats, mais en impact réel sur la vie des populations. Prenons un exemple historique. Dans les années 70, la Corée du Sud, autrefois dépendante de l'aide américaine, a su imposer ses conditions, exiger des transferts de technologie et investir massivement dans l'éducation. Résultat, en moins de 2 générations, le pays est passé du statut de bénéficiaire à celui de puissance émergente. Le Sahel entend aujourd'hui suivre une voie similaire en adaptant les leçons du passé à ses propres réalités. Pour y parvenir, plusieurs étapes sont nécessaires. D'abord, renforcer la gouvernance locale en luttant contre la corruption et en impliquant la société civile dans les prises de décision. Ensuite, miser sur l'éducation, en formant une génération de cadres capables de piloter des projets complexes. Enfin, privilégier les partenariats qui favorisent le transfert de compétences et la création d'emplois à forte valeur ajoutée. Les scénarios pour l'avenir sont multiples. Dans le meilleur des cas, le Sahel parvient à équilibrer ses alliances, à tirer parti de la compétition entre grandes puissances pour accélérer son développement. Les jeunes, formés localement ou à l'étranger, reviennent investir dans leur pays, créant des entreprises innovantes et dynamisant l'économie régionale. Les infrastructures se modernisent, les réseaux d'énergie renouvelable se déploient, et la stabilité s'installe peu à peu. Dans le pire des cas, la concurrence entre puissances extérieures dégénère, alimentant des conflits par procuration et fragilisant les acquis démocratiques. Les sociétés civiles doivent alors redoubler de vigilance, dénoncer les dérives et défendre l'intérêt général face aux tentations clientélistes. Pour éviter ce piège, des mesures concrètes s'imposent. Les partenaires étrangers doivent s'engager à respecter des critères stricts de transparence, à publier les termes de leurs accords et à associer systématiquement les représentants locaux à la conception et à la mise en œuvre des projets. Les institutions régionales, comme la CEDEAO ou l'Union africaine, ont un rôle clé à jouer pour encadrer cette nouvelle diplomatie et garantir le respect des principes démocratiques. Au-delà des calculs géopolitiques, l'essentiel est ailleurs. Il s'agit de répondre aux aspirations profondes des sociétés sahéliennes. Après tant d'années de frustration, de violence et d'attentes déçues, les peuples du Sahel veulent tourner la page. Ils réclament une croissance inclusive, des infrastructures modernes, un accès à la santé et à l'éducation, et surtout, la possibilité de maîtriser leur destin. C'est à cette condition que la confiance pourra être restaurée. Pour les États-Unis, cela implique un changement de paradigme, passer d'une logique de domination à une logique de partenariat véritable. Cela signifie co-construire les projets, écouter les besoins exprimés par la base et accepter que les priorités locales priment sur les impératifs géopolitiques. Ce bouleversement impose à Washington de se réinventer. Les diplomates américains doivent apprendre de leurs échecs passés, s'ouvrir à la critique
et miser sur la durabilité plutôt que sur l'affichage. Les exemples à suivre existent. Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, la coopération américaine a permis de développer des industries locales, de moderniser les infrastructures et de favoriser l'inclusion sociale. Pourquoi ne pas s'en inspirer pour le Sahel? L'avenir appartient à ceux qui sauront s'adapter. Pour les sociétés sahéliennes, le défi est immense, mais l'opportunité est réelle. En diversifiant leurs alliances, en imposant leurs conditions et en misant sur l'innovation, elles peuvent transformer la donne et sortir du cycle infernal de la dépendance et de la violence. La balle est désormais dans le camp des partenaires étrangers. Les États-Unis, s'ils veulent regagner la confiance du Sahel, doivent faire preuve d'humilité, de constance et d'engagement. Il leur faudra accepter de n'être qu'un partenaire parmi d'autres, prêt à dialoguer, à écouter et à respecter la souveraineté des peuples. Car le temps des injonctions unilatérales est révolu. Le Sahel, autrefois terrain d'influence, devient aujourd'hui un acteur à part entière, capable de choisir, d'imposer et de s'affirmer. Les anciennes règles sont mortes, et chaque hésitation peut coûter cher à Washington comme à ses rivaux. L'histoire s'accélère. Ce que nous vivons dépasse la simple crise diplomatique. C'est une rupture profonde. L'ère où les États-Unis régnaient sans partage appartient désormais au passé. Les États sahéliens assument pleinement leur choix, capables d'accueillir ou d'écarter qui ils souhaitent sur leur sol. Un retour américain ne sera envisageable qu'au prix d'une transformation radicale. Les temps où Washington fixait les règles sont bel et bien révolus. Aujourd'hui, chaque négociation s'effectue sur un pied d'égalité, et la voix du Sahel résonne face à celle des grandes puissances. Refuser de voir ce bouleversement, c'est s'enfermer dans un passé révolu. C'est risquer de manquer les mutations qui redessinent l'Afrique et bouleversent la sécurité mondiale de demain. Au-delà de la rivalité diplomatique, il s'agit d'une chance inédite de repenser les relations internationales. Questionner les certitudes d'hier, et surtout, apprendre à écouter les aspirations africaines. Alors, sommes-nous prêts à comprendre et à accompagner ce changement? Ou choisirons-nous de rester simples spectateurs, aveugles aux réalités de l'Afrique en devenir? Le choix est désormais entre nos mains, et l'avenir s'écrit au Sahel, là où les peuples reprennent enfin la parole.